Il y a presque un an, Caroline, une commerciale de 34 ans, décide de louer un appartement dans un petit coin de paradis. En effet, cette jeune femme a craqué pour un ancien corps de ferme divisé en plusieurs appartements situé à Amblainville. C'est une petite ville calme de l'Oise. Mais dès les premiers jours, les tensions apparaissent avec Jean-Luc, le propriétaire. Le 26 juillet, 10 jours après avoir emménagé, Caroline pense déjà à quitter cet appartement car, en fait, elle ne s'y sent pas vraiment en sécurité. Et pour cause, Jean-Luc lui coupe sans cesse l'eau et l'électricité. Il s'introduit même chez elle en son absence. Pourtant, Caroline paie son loyer et n'a rien à se reprocher. Alors, sur les conseils de ses proches, la jeune femme prévient les gendarmes sans que la situation ne change pour autant. Le 21 août, Caroline est décidée et veut cette fois aller porter plainte. Mais alors qu'elle s'apprête à sortir de chez elle pour aller à la gendarmerie, elle aperçoit Jean-Luc, une arme à feu à la main. Caroline prévient aussitôt les gendarmes pour leur expliquer la situation, mais à leur arrivée, il est trop tard. Dans un instant, la maman de Caroline va me rejoindre car non seulement elle est brisée par le chagrin, mais elle est aussi en colère. Et elle va nous expliquer pourquoi. Début juillet 2018, Caroline, 34 ans, s'installe à Amblainville, une petite commune située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris. La jeune femme est commerciale, elle loue un appartement derrière ce portail. Le propriétaire, Jean-Luc, un homme de 68 ans, a divisé son corps de ferme en plusieurs logements. Très vite, ses relations avec sa locataire deviennent exécrables. Caroline se confie alors à ses voisins. Elle a dit que c'était vraiment quelqu'un d'assez violent et qu'en fait, il lui coupait l'électricité, l'eau tout le temps, alors qu'il payait leur loyer et tout. Mais du côté du propriétaire, c'est un autre son de cloche. Car pour ses proches, c'est même lui la victime. Son ex-compagne lui conseille d'ailleurs d'alerter les services de police. Moi, je lui ai dit toujours, s'il te plaît, vas-y à la gendarmerie et dépose une plainte contre tout ce qu'elle te fait, parce que c'est pas normal, c'est tapage nocturne, c'est agression verbale, c'est un voisin qui dit qu'elle hurlait, qu'il l'insultait. Le 20 août 2018, elle téléphone plusieurs fois aux gendarmes pour leur faire part du problème. Ils lui donnent rendez-vous le lendemain pour déposer plainte. La veille des faits, la victime avait pris contact avec les gendarmes pour faire état d'un comportement du suspect qui n'était pas normal. Elle pensait qu'il avait pénétré dans son domicile en son absence et elle devait, le jour des faits, se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais elle n'est jamais venue. Car le mardi 21 août 2018, le conflit qui oppose la locataire à son propriétaire prend une toute autre dimension. À la suite d'une énième dispute, l'homme de 68 ans désactive le badge de Caroline qui sert à ouvrir le portail de la résidence. La jeune femme est alors prise au piège. Elle appelle la gendarmerie pour indiquer qu'elle aura un léger retard et explique qu'elle a vu son propriétaire avec une arme à feu à la main. Une patrouille décide de se rendre sur place, mais il est trop tard. Jean-Luc tire subitement sur sa locataire. Caroline est atteinte d'une balle en pleine poitrine et elle succombe rapidement à ses blessures. L'accès à la cour était fermé, elle n'arrivait pas à en sortir et donc les gendarmes se sont rendus sur place rapidement, mais malheureusement la commission des faits a été plus rapide que le temps d'intervention des forces de l'ordre. Le propriétaire des lieux est aussitôt interpellé et placé en garde à vue. Il reconnaît les faits, mais il affirme qu'il s'agit d'un tir accidentel. Son fusil lui aurait glissé des mains. Mais les gendarmes constatent que le coup a été tiré à bout portant. Jean-Luc est donc mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et détention d'armes. Incarcéré à la prison de Beauvais, il met fin à ses jours 48 heures plus tard en se pendant dans sa cellule avec un drap. Ironie du sort, Caroline devait débuter dans un nouveau poste à Paris en septembre.
Elle avait trouvé un nouvel appartement et allait déménager quelques jours plus tard. Mais alors, comment un simple conflit entre un propriétaire et sa locataire a-t-il pu prendre une telle ampleur? Et qui est vraiment cet homme de 68 ans qui n'a pas hésité à tirer sur Caroline? Retour en direct sur le plateau de Crime et Faits divers pour cette émission spéciale. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes la maman de Caroline. On va essayer de retracer cette histoire quand même qui est aussi l'histoire d'un ratage au fond parce que il aurait fallu que les choses aillent plus vite. Il aurait fallu que votre fille soit protégée plus vite. On va essayer de revenir là-dessus. D'abord parlons d'elle. Elle avait 34 ans. Elle travaillait dans le secteur de la téléphonie. Et pour beaucoup, je crois que c'était une fille très attachante et pleine de vie, en fait. Ouais, complètement. Je suis désolée parce que c'est beaucoup d'émotions et je crois que la tristesse, la colère, bon, ouais, c'était, je veux dire, même ses proches sont toujours là à nous soutenir, à nous dire, bats-toi. Les gens ne comprennent pas et oui, ils la regrettent. Ouais. Avec vos mots, qu'est-ce que vous diriez d'elle? C'était la joie de vivre, je veux dire, c'était... elle aimait vivre, elle aimait la vie, elle aimait en profiter, elle avait plein de projets, elle voulait des enfants, enfin bon. C'était une bonne vivante. Vous entendiez bien avec elle? Oui, en plus notre relation était... de mes deux filles, j'avais une relation avec elle très fusionnelle en plus. Pas forcément toujours très saine, puisque c'est je t'aime et je te haïs, mais il y avait un effet de miroir quelque part. Elle avait envie de me ressembler parce que je sois très fière d'elle. Et d'un autre côté, je me voyais en elle parce que effectivement, physiquement, on avait et nos traits de caractère étaient très proches aussi. Vous étiez fière d'elle? Oui. Ça nous arrivait de nous chamailler parce qu'on n'était pas d'accord. Mais oui, je suis fière de mes deux filles. Le 16 juillet 2018, elle va donc emménager dans ce corps de ferme, en Blainville. C'est finalement cet emménagement qui sera fatal et qui va tout déclencher. Elle vous avait dit, elle vous avait parlé de ce corps de ferme, pourquoi elle allait emménager là-bas? Elle avait craqué sur le lieu? Alors, d'abord parce que c'est quelqu'un qui était proche de la nature, donc... On est à 60 km de Paris, à peu près. Voilà, et puis, je veux dire, elle a beaucoup vécu dans l'Oise, elle a eu pendant très longtemps sa jument dans l'Oise, elle a fréquenté les cercles hippiques, fait beaucoup de concours là-bas. Elle a été au lycée dans l'Oise, donc pour elle, c'était... et puis, qui plus est, bon, nous, on habite dans les Yvelines, mais un endroit entouré dans les bois, donc elle n'aimait pas le côté citadin et elle disait toujours à un moment je partirai vivre en province. Il s'avérait qu'elle travaillait sur le 93 et le 95, donc trouver un logement finalement, puisque en Blainville c'est en limite du Val d'Oise, c'était pour elle en termes de circulation pratique pour aller chez les clients dont elle s'occupait. Alors elle avait trouvé cet ancien corps de ferme qui avait été divisé en appartements par Jean-Luc, 68 ans, le propriétaire. Et très vite, ça va mal se passer. Oui. Elle va vous le dire? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, la première fois, elle nous avertit. Ben, c'est le premier des griefs qu'il y avait avec son propriétaire. C'était le ménage n'était pas sa tasse de thé. Et donc, elle devait plus avoir de linge propre. Elle fait tourner sa machine. Puis dans la foulée, elle met son linge dans le sèche-linge et elle remet une autre machine en route. Et comme le propriétaire interdisait aux locataires d'utiliser des appareils de plus de 1000 watts, bien évidemment, les deux appareils ont tout fait disjoncter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce corps de ferme a eu des aménagements sans autorisation d'urbanisme et qu'au moment où il a voulu faire poser des compteurs électriques séparés, ce monsieur n'a jamais eu l'autorisation. Donc il y avait un seul compteur. Pour toute la ferme. Pour toute la ferme, de la même façon qu'il n'y avait qu'une seule boîte aux lettres et que tout était régi par le propriétaire. Et donc très vite, il va commencer à quoi, être de mauvaise humeur, en fait. Voilà, et puis il est rentré très rapidement. Alors, elle est rentrée dans cet appartement le 6 juillet. Donc très rapidement, le week-end du 14 juillet, elle s'absente. Et au retour,
il y a des choses qui la chagrinent. Il y a une bouteille de jus de fruits entamée dans son frigidaire. Il y a une bouteille de bière qui ne correspond pas à la marque de bière qu'elle pouvait boire. Donc elle se dit, quelqu'un est venu chez moi. Oui, donc c'est la première fois où elle a appelé à la gendarmerie pour dire, mais il y a des caméras partout dans la cour. Est-ce que je peux obliger, parce qu'il n'y a pas eu d'effraction, est-ce que je peux obliger mon propriétaire à me montrer les caméras pour savoir qui est rentré chez moi ? Et puis, c'est allé crescendo, donc mais ce qu'il avait l'habitude de faire avec tout le monde. Il lui a coupé l'eau, il lui coupait l'électricité, il a pris chez elle des papiers. Il lui a pris des papiers médicaux. Ma fille était, comme j'avais beaucoup fait, moi, œuvré sur moi en termes de développement personnel, elle aussi, elle tenait un journal de bord. Je pense qu'un certain nombre des informations qu'il a eues sur Caroline, il les a eues par ce journal de bord. Il a été suffisamment sot quand les gendarmes sont venus la veille de la commission des faits pour sortir un certificat médical du médecin traitant de de Caroline. Donc, je veux dire, il n'y avait pas de... C'était l'origine... Mais votre fille a très vite compris finalement qu'elle n'était pas en sécurité. Tout à fait. Et elle a eu envie de partir ? Oui. Elle a lancé le 23 juillet un message sur Facebook à tout son réseau en disant « Je cherche appart en Ile-de-France à Zap ». La période des vacances, c'est pas forcément facile de trouver à ce moment-là. Et nous, on a un couple d'amis qui avait des locataires qui partaient, et donc il lui a tiré dessus le mardi. Elle devait signer son bail le vendredi et déménager le 1er septembre. Le 20 août, elle prévient les gendarmes du comportement suspect quand même de Jean-Luc qui se serait introduit chez elle, qui a coupé l'eau, qui a coupé l'électricité. Vous nous l'avez dit. Les gendarmes passent ? Oui. Et tout va bien ? Alors, a priori, parce que moi je l'ai eu avant que les gendarmes arrivent, où elle me disait qu'elle les avait appelés, c'est ce qui s'était passé, et je l'ai eu après. A priori, les gendarmes ont essayé de calmer le jeu entre tout le monde. Là, on y reviendra, mais ce que je ne comprends pas, ce sont des gendarmes de Méru qui sont venus. L'homme est reconnu pour tout ce qu'il a fait. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, connaissant l'individu, que les gendarmes n'aient pas dit à ma fille de se mettre en sécurité d'ici le lendemain matin. Où elle devait aller à la gendarmerie. Voilà. Parce que tout ce qu'ils lui ont dit, s'il se passe quelque chose, appelez-nous. Et il l'attendait le lendemain matin à 8h pour porter plainte. Donc porter plainte pour harcèlement, violation de domicile, vol et harcèlement. Elle n'ira jamais à la gendarmerie. Parce que le matin, les choses ont mal tourné. Vous l'apprenez comment, vous ? Alors d'abord, toute la journée, j'ai eu un très fort pressentiment. Parce que plus le temps passait, je m'étonnais, puisqu'on avait convenu de se rappeler dès qu'elle sortit de chez les gendarmes. Je l'avais appelée, je lui ai envoyé des trucs, je ne comprenais pas qu'elle ne me rappelle pas, donc là, ça sentait pas bon. Et les gendarmes sont arrivés chez nous à 5h, à peu près. Et quand je les ai vus arriver, je me suis douté qu'il s'était passé quelque chose. J'ai pas tout de suite pensé au fait qu'elle pouvait être morte. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas réalisé tout de suite. Je crois que c'est plus d'1 mois après. Je crois que même le jour des obsèques, je l'ai pas encore complètement réalisé. Ils vous l'ont dit clairement ? Ils vous ont dit ? Ils m'ont d'abord dit que il venait de la part de la gendarmerie d'Amblainville, qu'il s'était passé quelque chose. Donc là, je me suis dit, c'est le propriétaire. Et puis, je vous avoue qu'il y a un peu comme un blackout, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais oui, ils m'ont tout de suite dit qu'elle était morte. On n'a pas voulu me dire comment. Il a fallu que... Ils ont appelé les gendarmes de la maison, une fois qu'ils étaient à la maison, ils ont appelé la gendarmerie d'Amblainville. Et comme il était trop tard, on ne pouvait pas s'y rendre le jour même. On a été donc auditionnés indifféremment, mon mari et moi, sur le moment. On devait nous mettre au courant, nous donner des informations. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai pas compris qu'on nous sépare, Mais quand on vous l'a dit, vous avez pensé que c'est cet homme qui pouvait l'avoir tué ? Ouais. Ah oui, parce que le soir, quand on s'est reparlé après le départ des gendarmes,
Elle m'a dit, il est passé devant ma fenêtre et il m'a dit, tu vas regretter ce que tu as fait. Quand on vous annonce la mort de votre fille, parce que vous semblez une femme forte, une femme décidée. Oui. Beaucoup moins que ce que je l'étais, mais bon, quand même. Vous vous effondrez ou... Oui, il y a... Ou c'est la colère tout de suite? Non, il y a une... La sidération? Il y a une profonde douleur, il y a un profond... Il y a un choc violent. Mais je crois que je ne réalise pas. Parce que à la fois, je m'y attendais, et à la fois, j'avais pas envie que ça arrive. Donc, il y a tout ce conflit que je vis depuis entre le rationnel et l'irrationnel. Et que et je crois que c'est que l'absence, le fait qu'à un moment, je ne l'entende plus, je ne la vois plus, l'absence qui m'a fait prendre conscience que, ouais, c'était définitif. Il a fallu du temps, donc. Il faudra encore du temps, oui. Pas fini. Parce que je crois que dans ce dossier, rien nous a été épargné. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, se rendre compte finalement de l'absence de quelqu'un qu'on aime, avec qui on est fusionnel, à ce point-là, comme nous le dit Marie-Christine, en fait, ça peut prendre du temps aussi. On ne comprend pas tout de suite que cette personne n'est plus là. Bien là, on est du côté du traumatisme, hein. C'est-à-dire qu'il y a une information pour laquelle on n'est pas du tout préparé. Ce jour-là, on vient vous annoncer une nouvelle pour laquelle il n'y a aucun élément qui permette de se préparer. Même s'il y a des doutes, parce que elle nous l'a dit quand même, il y a un pressenti, il y a un petit quelque chose, la maman quoi. Toute la journée, j'ai rongé mes freins pour pas dire à mon mari, écoute, on part à Amblainville, c'est pas normal. Mais ça reste du doute, c'est-à-dire c'est pas comme si on annonçait que c'est quelqu'un qui a le cancer et qui va mourir à la fin de l'année, donc on a le temps de se préparer à l'information. Là, il y a l'information qui arrive, telle une violence extrême. Donc face à ça, on est effectivement dans la sidération, c'est-à-dire une incompréhension, comment interpréter ce trop de réel. Ce réel est beaucoup trop puissant. Donc forcément, le temps d'accepter l'information, il y a un temps où on est un petit peu dans un flou psychique et on ne comprend pas ce qui se passe. Et pour élaborer la situation, faut du temps, faut pouvoir mettre des mots, faut pouvoir réfléchir à cette situation et pouvoir comprendre ce qui se passe, parce que c'est souvent insoutenable, même c'est de l'innommable. On ne peut même pas imaginer des choses de cet ordre-là, bien sûr. Pascal Neveu, psychanalyste, mais Marie-Christine nous l'a dit, elle nous dit, même aujourd'hui encore, finalement. Mais j'ai du mal à réaliser. Mais c'est ça s'est réalisé il y a peu de temps. Il faut de toute façon le temps d'un deuil, et parfois il est beaucoup plus long, surtout lorsqu'on a affaire à un meurtre, et puis un deuil aussi traumatique, avec un choc aussi violent, avec tous les mécanismes de protection et de défense psychique que vous avez dû mettre en place. On sait parfaitement qu'une année, durant l'année qui s'écoule après un deuil, eh bien on va revisiter le passé, on va revisiter les anniversaires, les dates de Noël, etc. On sait que le temps moyen d'un deuil, c'est 2 ans, mais sur ce genre de mort violente, le temps est beaucoup plus long. Il y a un temps qui est beaucoup plus différé. L'importance, également, c'est ce rituel funéraire. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, j'ai même pas totalement réalisé ce jour-là. Mais l'absence, comme le disait Stéphanie à l'instant, ne plus la voir au téléphone, ne plus la voir, ne plus l'entendre, va faire en sorte que, au fil des mois, au fil des années, alors il faudrait à un moment donné peut-être vous faire accompagner pour bien comprendre les mécanismes de deuil et comprendre l'anormalité de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais tenter de l'accélérer un peu. Mais c'est vrai que là, on est sur une mort violente. Et face à cela, on est désemparé. Je ne sais pas quel est l'avis de Marie-Christine, mais on peut aussi ne pas avoir envie de l'accélérer. Je crois que ce qui le ralentit aussi, c'est qu'il y a un traumatisme, mais il y en a un qui va arriver quelques jours après. Je veux dire, c'est pour ça que je dis que rien ne nous a été épargné. Parce que le suicide, ça a été de nouveau un traumatisme aussi. Le suicide de la personne, de cet homme qui a tué sur votre fille, qui s'est suicidé en prison. Et je crois que il y a tellement il y a le traumatisme et le cycle du deuil, je le connais bien parce que je m'appuie dessus pour faire travailler des gens sur le cycle du changement. Et qu'à l'heure actuelle, oui, je suis dans cette phase, le déni, la colère, le marchandage, mais c'est qu'en plus j'en ai plusieurs à régler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la mort de ma fille, faire le deuil du fait
que peut-être on n'aura pas de procès puisque on ne sait pas. Et puis il y a ce silence de la justice. Je veux dire, il y a ces 9 mois où, au jour d'aujourd'hui, notre avocate n'a toujours pas pu avoir accès au dossier d'instruction. Enfin, on a demandé, enfin, tout nous a été, je n'ai jamais pu être auditionnée par la juge d'instruction. Enfin, je veux dire, donc tout ça rassemblé, mais je veux dire, c'est une torture psychologique. Vous êtes dans l'isolement et la solitude psychologique. Ah oui. Et ça bloque effectivement, ça vient totalement freiner ce travail. Juste, excusez-moi, je comprends. Votre avocat n'a pas eu accès au dossier d'instruction? Non. Maître Arnaud Toiti, comment c'est possible ça? C'est très surprenant. C'est très surprenant. Alors, c'est vrai qu'on a eu un problème avec le premier conseil qu'on avait choisi. On s'est rendu compte en janvier qu'il n'avait rien fait. Donc, on l'a dessaisi du dossier et on l'a confié à un nouveau conseil. Le nouveau conseil a récupéré, parce qu'en fait le premier avocat avait juste déposé ma déclaration de partie civile auprès du greffe et il avait scanné les quelques pages, donc puisque ça a été fait le 29 août, les quelques pages auxquelles il avait pu avoir accès. La seule chose, c'est que ces pages ne sont pas légalement utilisable puisque la juge n'avait pas donné son accord. On a eu besoin en octobre, des organismes nous ont demandé un PV pour pouvoir multiplier les assurances qui avaient été prises puisque c'était une mort accidentelle. La juge a refusé de le renvoyer en les renvoyant vers l'avocat. Donc en janvier, le nouveau conseil demande à la juge d'instruction à ce que nous soyons auditionnés. C'était le 30 janvier. Pas de réponse, fin février, elle renouvelle la demande. Pas de réponse, puisque la juge d'instruction avait dit « je remettrai le dossier en temps utile » et en tout cas pas avant d'avoir auditionné les parties civiles. Donc on avait envie d'être auditionnés. Donc là, en mars, le 26-27 mars, notre conseil dépose une demande d'acte où elle demandait à ce que soit auditionné le maire, la concubine, le fils, une ancienne locataire. Enfin, elle fait comme ça toute une liste des gens qui doivent intervenir. Une liste des gens qui doivent intervenir. Et que le dossier du suicide soit lié au dossier de notre fille et qu'on soit auditionné. Mais là, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire aujourd'hui, à 7h, vous n'avez pas été auditionné, ces gens n'ont pas été auditionnés? Je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier. Alors, ce qui est clair, c'est qu'après... Ce qui est clair, c'est qu'après le drame, les gendarmes vont chercher à comprendre, en tout cas, qui est vraiment Jean-Luc. Et en fouillant dans la vie de l'homme de 68 ans, ils vont découvrir de nombreux éléments inquiétants. Et c'est ce qui vous met en colère également, notamment des anciennes plaintes pour violence classées sans suite qui en disent long sur le profil de cet homme. Pourtant, les enquêteurs, tout comme les proches de Caroline, ne sont pas au bout de leur surprise et on l'entend, de leur désarroi. À Amblainville, après le drame, les gendarmes effectuent une perquisition au domicile de Jean-Luc. L'homme de 68 ans était en possession de 3 fusils. Plus inquiétant encore, sa ferme a été transformée en véritable forteresse. Des tessons de bouteilles recouvrent les murs et la cour est truffée de caméras de vidéosurveillance. Il semblerait que le sexagénaire se protégeait de manière excessive. Mais alors, quelqu'un lui en voulait-il vraiment? Ou était-il paranoïaque? En tout cas pour ses proches, difficile de croire qu'il est devenu, en quelques secondes, un meurtrier. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête, je pense. Et ça a été un moment de folie. Mais dans la commune, certains ne sont pas surpris du drame qui vient de se dérouler. D'après le maire d'Amblainville, Jean-Luc prenait souvent pour cible de jeunes femmes célibataires. Il faut voir qu'il doit être souvent à des jeunes femmes en situation un peu précaire, on va dire, des divorcées, des femmes qui avaient besoin de se loger rapidement, et que régulièrement ça se terminait mal. Et effectivement, en fouillant dans le passé judiciaire de Jean-Luc, les enquêteurs constatent que plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre lui pour des faits de violence. Mais toutes ont été classées sans suite. Le sexagénaire est donc passé à plusieurs reprises entre les mailles du filet judiciaire. Et une nouvelle fois, il n'aura pas à répondre de ses actes devant une cour d'assises
ayant mis fin à ses jours à la prison de Beauvais après seulement 2 jours d'incarcération. Et pourtant, aucun signe avant-coureur n'avait alerté les autorités. Donc il y a un entretien avec un lieutenant, enfin avec un officier, un entretien avec un psychologue ou un psychiatre et un entretien avec le médecin. Et il se trouve en fait que ce détenu, apparemment, selon les dires en fait de ma hiérarchie, n'avait pas de comportement suicidaire. Alors, les tendances suicidaires de Jean-Luc auraient-elles pu être détectées? Et surtout, la mort de Caroline aurait-elle pu être évitée si les plaintes des précédentes victimes de Jean-Luc avaient abouti? Retour en direct sur le plateau de cette émission avec Marie-Christine qui est la maman de Caroline. Un mot peut-être avant Charlotte quand même, parce que ce qui est troublant dans cette affaire, c'est de voir à quel point il y avait eu des plaintes contre cet homme. Et vous le disiez madame tout à l'heure, à quel point les gendarmes finalement n'ont jamais alerté personne, n'ont jamais alerté votre fille sur le passé de cet homme. Est-ce que c'est parce que ça avait été classé sans suite? Oui, toutes les plaintes pour des faits de violence ont été classées sans suite. Alors pour quelles raisons? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais c'est vrai que c'est très étonnant, parce qu'il avait quand même un profil inquiétant. Et il semble qu'il y ait plusieurs personnes qui savaient que cet homme avait des attitudes étranges, avec ses caméras de surveillance, ses tessons de bouteille. Il y avait même eu sur Facebook certains posts qui faisaient état déjà de ces comportements de la part de Jean-Luc. Donc c'était pas quelque chose qui était totalement inconnu dans le village, en tout cas. Marie-Christine, vous êtes convaincue qu'en fait ça aurait pu être évité? Ah mais absolument. Je suis arrivée parce que comme on n'a aucune information, je veux dire, le spectre des champs des possibles est large. Et moi, ce que je me demande à l'heure actuelle, c'est pour qu'autant de plaintes, et sur autant de domaines, parce qu'il y a eu des plaintes au niveau de l'urbanisme, des plaintes par des anciens locataires, enfin bon, j'en passais des meilleurs, je veux dire, est-ce qu'il bénéficiait de soutien pour que ça... Enfin, je veux dire, légitimement, on peut se poser la question. On peut poser la question. Et est-ce qu'aujourd'hui, les soutiens seraient encore à la manœuvre? Enfin, je veux dire, ça se paraît assez invraisemblable. Enfin, quand on lit le blog de cet individu, parce que les gendarmes savaient que ce blog existait, puisque moi, quand on m'a communiqué l'information, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler les gendarmes en leur disant, écoutez, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un blog? Le gendarme me répond, lequel? Il doit en avoir plusieurs. Hein. Mais quand on lit ces blogs, c'est... Enfin, je veux dire, on voit le truc. Et ce qui est le plus alarmant, quand on lit ce blog jusqu'au bout, il faut avoir du courage, il parle quand même, parce qu'il fait des profils psychologiques de gens très particuliers, et il fait entre autres le profil de 4 locataires. Et à la fin, il écrit « a disparu ». Moi, j'ai posé la question aux gendarmes. Est-ce que ces locataires, ils ont disparu de la ferme, ou est-ce qu'ils ont disparu de ce bas monde? Est-ce que c'est la première fois qu'ils faisaient cela, ou pas? Parce que le corps de Caroline, il l'a caché, quand les gendarmes, est bien caché. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Parce qu'il n'a jamais su que nous avions des contacts ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire de ce corps? Qu'est-ce qu'il espérait? En cachant le corps. Alors il n'y aura pas de réponse parce qu'il s'est suicidé. Non. Sauf s'il il a laissé des explications dans la lettre. Il s'est suicidé pendant sa détention provisoire. Avant de repasser devant le juge des libertés et de la détention. Il s'est pendu dans sa cellule avec un drap. Ouais. C'est ce que j'ai vu dans la presse. Parce que, pareil, là, je n'en sais pas plus. Et quand vous avez appris ça, c'est quoi? C'est un coût supplémentaire pour vous? Ah ouais. J'ai appris ça, nous l'avons appris. Ma fille aînée me téléphone le dimanche matin à 10h moins 5, en me disant « Maman, je viens de recevoir un message via Messenger de la concubine de Jean-Luc, me disant « Vous allez être contente, Yann est mort ». Moi, ni une ni deux, comme j'avais ligne ouverte avec le gendarme, j'appelle le gendarme. Le gendarme me dit « Secret de l'instruction ». On n'arrive pas à joindre la juge. Bon, j'ai dit « Écoutez, pas besoin de m'en dire plus, j'ai compris ». Voilà comment on l'a su. Aujourd'hui, on l'a compris, votre colère, c'est pour savoir. Vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Vous avez envie d'avoir accès au dossier. Vous avez envie de comprendre et vous avez envie que la justice fasse son travail. Mais, maître, il n'y aura jamais de procès? Ben non. En tout cas, si effectivement c'est bien cette personne qui est coupable, et il y a toutes les raisons de le penser, effectivement, étant mort, c'est un peu compliqué. Donc non, il n'y aura pas de procès, malheureusement, pour votre processus de deuil, parce que je crois, je dis ça sous votre contrôle, mais que le fait qu'il y ait une condamnation et le fait qu'on puisse mettre un visage sur le responsable de ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, en tout cas, j'espère que votre appel sera entendu ce soir et qu'on a bien compris que vous vouliez savoir. Et c'est important. Un dernier mot plus personnel. Je crois qu'il y a une chose qui est importante pour moi.
c'est que je ne comprends pas, et ça il va falloir qu'on nous réponde, c'est pourquoi il avait des tendances suicidaires pendant sa garde à vue, et pourquoi, arrivé dans le centre pénitentiaire quelques heures après, il avait plus de tendances suicidaires. Parce qu'on a entendu le témoignage qui disait qu'il n'avait pas de tendance. Un dernier mot, Marie-Christine. Vous allez comment? Qu'un cas avec des jours sans, des jours avec, mais de toute façon, je suis persévérante, je suis pugnace et je suis bien entourée. Et je ferai tout ce qui est en notre possible avec notre avocate pour que la vérité soit faite. Je pense qu'on le doit, Caroline, parce qu'on a été privé de sa vie, d'un procès. J'ai pas pu respecter ses volontés pour les obsèques. On n'a plus de sérénité, j'ai plus de confiance. Donc, ouais, je demande qu'une chose, c'est pouvoir effectivement retrouver confiance dans l'autre, dans la vie, dans les... Et il y a eu un avant, il y a un après, mais il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. La dame qui est passée avant moi... Avec et sans surtout. Avec et sans. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit on n'oublie jamais, il reste toujours ne serait-ce que les traces de la gomme qui a effacé. Mais oui, il faut tous qu'on apprenne, ouais. Et puis j'espère que cette vérité elle arrivera bientôt parce que j'ai une maman qui, quand on a reçu les derniers rejets de la cour de la chambre d'instruction, m'a dit mais j'ai 83 ans, est-ce que tu crois que je connaîtrai la vérité avant de mourir? J'espère. J'espère qu'on va pas encore nous laisser comme ça, je ne sais combien de temps, parce que c'est une torture, c'est de la maltraitance, c'est une torture psychologique. Enfin, il n'y a pas d'humanité dans ce qu'on nous fait vivre de la part de la justice. Enfin, je comprends pas. On a compris que c'est ce qui vous fait tenir, et puis ouais. Tout ça, c'est pour elle. Ouais. On l'a bien compris. Merci Marie-Christine. Merci de m'avoir ouvert votre antenne. Merci messieurs, dames.